l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, ici à Paris, pour la Nuit des sciences et des lettres, organisée par l'ENS PSL en partenariat avec France Culture, le journal Le Monde, l'Institut français, sans oublier l'École nationale des arts supérieurs décoratifs et puis le SCPI et l'Institut Curie. Tout au long de la soirée, des tables rondes, des lectures, des expositions, du théâtre, du cinéma, également avec un thème central expliqué. On va d'ailleurs voir tout à l'heure les lettres inscrites dans la cour ici de l'ENS. Avant d'entendre nos premiers invités, je vous présente un petit film de présentation de l'ENS en guise de bienvenue. Dans le décret fondateur d'octobre 1794, l'idée de départ, c'est qu'ils arrivent de partout, ils soient formés au plus haut niveau et ils repartent partout. Donc ça, c'est exactement le mouvement de va-et-vient fondamental qui a présidé à l'école normale il y a 220 ans. Découvrir l'école aujourd'hui, c'est découvrir un monde extraordinairement varié dans les sciences humaines et sociales, dans les humanités. Il y a, je crois, des ENS, c'est-à-dire il y a des laboratoires où se passent des choses très très étranges avec énormément de matériel. Il y a des salles, même dans leur hostilité, qui se trouvent au sous-sol, qui ont un certain charme par ce qui s'y passe, c'est-à-dire des représentations de danse, de théâtre. Il y a des grands amphis, des petits amphis, et tout ça finalement sur un périmètre qui est assez serré, dans ce qui est quand même un des plus merveilleux lieux de Paris, la montagne Sainte-Geneviève. L'esprit de l'école, pour moi, comme pour beaucoup de gens, je pense que c'est peut-être quand même la cour aux Ernest, le portail d'entrée avec son inscription républicaine. Puis il y a aussi le lieu de l'ancienne infirmerie. Maintenant, c'est le département de philosophie qui occupe ce lieu, donc il ne faut y voir aucune ironie. Pour toute personne qui découvre l'école, la bibliothèque reste un des poumons de l'école, un des lieux où on rencontre la communauté. C'est un lieu d'échange, c'est un lieu de production du savoir, un vrai laboratoire de recherche, encore aujourd'hui. Les universités tendent à être de plus en plus grandes, alors que l'ENS, ça reste une maison assez familiale, il y a assez peu de gens, et donc il y a des vrais échanges à l'interface de plusieurs disciplines. Un élément important pour moi à l'école, c'est la multidisciplinarité. C'est très important pour les géosciences, pour les sciences de la planète, parce que chez nous, dans notre département, nous avons des gens qui font ce qu'on appelle de la biogéochimie. Alors on ne sait plus s'ils sont des géologues, s'ils sont des biologistes ou des chimistes, et c'est pas grave. L'originalité de l'école depuis sa création a été d'unir des scientifiques et des littéraires, et puis après des gens qui s'intéressaient aussi à autre chose, dans une même école. Les passerelles existent, l'intérêt des uns pour les autres existe. Ce qui est important pour nos élèves, nos étudiants, c'est d'appartenir à une même génération. Il est évidemment très important qu'on se retrouve tous ensemble. En fait, si aujourd'hui on voit des philosophes collaborer avec des neuroscientifiques, c'est grâce à cette implantation rue d'Ulm. Alors si un élève ou un étudiant arrive, je lui conseillerais d'explorer tous les aspects de l'école, donc de tirer profit effectivement de cette interdisciplinarité. Je lui conseillerais aussi de sortir de l'école. Paris est une ville qui est extraordinaire à la fois d'un point de vue culturel, scientifique. Et puis être à Paris, c'est extrêmement attractif pour nos collègues et ça favorise les échanges avec nos collègues étrangers. La formation qu'on offre ici, c'est une formation par la recherche, pour la recherche, avec la possibilité évidemment de débouchés très différents. Et les étudiants sont en permanence mélangés avec les chercheurs et ont accès en fait aux expériences que l'on fait quotidiennement ici. L'école a beaucoup évolué ces dernières années. C'est devenu maintenant un grand centre de recherche qui rivalise avec les meilleures universités mondiales. En même temps, l'école s'ancre dans un certain nombre de traditions qui font sa force. En particulier, on réunit sur ce site, ici, un petit nombre d'étudiants absolument hors du commun, dans toutes les disciplines littéraires, scientifiques. Et ces étudiants apprennent, travaillent ensemble, au contact des meilleurs chercheurs. Et c'est ça l'alchimie qui fait la beauté de l'école normale supérieure et son caractère unique. L'ENS, c'est une école de la République, donc il y a une vraie relation aux valeurs de laïcité, de service public, de gratuité, de fraternité. Je crois que ce sont des valeurs très fortes pour l'ENS. Donc moi j'étais la provinciale qui débarquait à Paris avec mon accent, enfin j'étais vraiment, je suis montée à Paris. Et c'est vrai que justement l'école m'a donné la possibilité de faire ce que j'aurais jamais pu faire ailleurs. Pour moi ce franchissement de la grille, il est symbolique.
Mais il dit aussi que dans cette école, ce qu'on appelle la méritocratie républicaine, ça a encore un sens. On ne s'est pas occupé de mes origines, on ne s'est pas occupé d'où je venais, de qui j'étais. On m'a dit, bah voilà, travaille et tu peux rentrer. Parmi les jeunes étudiants qui sont là à l'école, il y a certainement des Jaurès, des Sartre, des Kastler, des Villani. Ce que je dis toujours aux nouveaux arrivants, c'est de se projeter vers le futur et construire leur propre programme, leur propre sujet, trouver leur propre domaine de réflexion et de recherche. Les anciens ont montré la voie, il faut s'inscrire dans leur pas. Nous avons un passé glorieux avec les prix Nobel en littérature, des médailles Fields en mathématiques et au département de physique, 3 prix Nobel depuis la guerre. Mais évidemment, nous nous tournons vers l'avenir qui est la vocation même d'un établissement de recherche et d'enseignement. Et d'ailleurs, vous voyez que nous préparons le futur des générations qui feront leurs travaux de recherche et qui enseigneront et qui apprendront ici. Bienvenue à l'ENS. Bienvenue à l'École normale. Bienvenue à l'ENS. Bienvenue à l'École normale supérieure. Bienvenue à l'ENS. 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 Et oui, bienvenue à l'ENS, l'École normale supérieure. Plus de 2 heures de direct ici pour cette nuit des sciences et des lettres. Nous parlerons notamment tout à l'heure de la vulgarisation scientifique, mais pas seulement. Il s'agira aussi de lettres et de philosophie avec les youtubeurs et les youtubeuses, un phénomène, vous le savez sans doute, qui cartonne sur la toile. On va maintenant donner la parole à nos 3 premiers invités. Marc Mézard, directeur de l'ENS, merci d'être avec nous et merci de nous accueillir. Surtout à vos côtés, Sandrine Trainer, d'abord directrice de France Culture, qui est partenaire donc de cet événement, et puis donc Mathias Girel, philosophe, coordinateur scientifique de la nuit. Marc Mézard, pour commencer, la dernière nuit des sciences, c'était il y a 2 ans. Cette fois-ci, vous avez décidé d'élargir aux lettres, puisque le thème de la soirée, c'est d'expliquer. Dites-nous pourquoi avoir voulu, cette fois-ci, étoffer l'événement avec les lettres. Il y a 3 ans, c'était la nuit Sartre. Donc la nuit Sartre, c'était évidemment tous les thèmes qui ont intéressé Sartre, qui sont très variés, mais qui sont quand même plutôt dans le domaine littéraire. Ouais. Il y a 2 ans, c'était la nuit des sciences. Et là, on s'est dit que c'était intéressant de mélanger un petit peu et d'avoir des conférences, des ateliers, à la fois de littéraire et de scientifique. Et que je pense que ça peut intéresser le public de se promener un petit peu dans cette nuit en allant alterner ces centres d'intérêt. Et du coup, on a choisi une thématique, qui est cette thématique expliquée, qui peut interroger à la fois le spécialiste scientifique et le littéraire. Alors justement, pourquoi avez-vous décidé de mettre cette notion d'explication, d'expliquer au centre de cet événement? Alors expliquer, l'idée est venue, en fait expliquer c'était le sujet de l'épreuve de philosophie du concours de 2015. Épreuve qui est un monument dans les préparations françaises, une épreuve de 6 heures, et le sujet c'était un seul mot, le verbe expliquer à l'infinitif. Et on doit travailler 6 heures là-dessus et produire une œuvre. Et quelques étudiants sont sortis de là en milieu d'épreuve et ont commencé à tweeter, à envoyer ça sur Facebook, etc. en disant l'école normale ça va pas du tout. On travaille pendant 2 ans, 3 ans en classe prépa et ils nous donnent un seul mot pour 6 heures. Et en fait, expliquer, c'est un mot absolument merveilleux et c'est un très beau sujet d'épreuve, un sujet d'épreuve de philo. Mathias Girel ici pourra commenter encore plus que moi, mais c'est un sujet d'épreuve de philo assez classique et très riche. Et en fait, expliquer, c'est au premier sens du terme, ça vient du latin explicare, ça veut dire déplier. Et donc on commence par déplier le sujet, on commence par l'analyser. Et donc il nous a semblé que c'était un beau sujet à présenter. Et le deuxième argument qui nous a fait insister sur ce mot expliquer, ça venait d'une déclaration l'année dernière du Premier ministre qui avait dit « Ah mais les sciences sociales sont en train de réfléchir sur la radicalisation, le djihadisme, etc. Mais pourquoi est-ce qu'ils cherchent à expliquer? S'ils expliquent, ça veut dire qu'ils cherchent à excuser en même temps. » Et je pense qu'on souhaite vraiment affirmer que dans une école comme la nôtre, les chercheurs cherche à expliquer, et ça ne veut pas dire qu'on cherche à excuser pour autant. C'est donner des clés de compréhension. C'est donner des clés de compréhension, des clés d'analyse, mettre en perspective, arriver à comprendre que des phénomènes ont des prolongements historiques très profonds. Ouais.
Sandrine Trainer avec France Culture, j'ai envie de dire que votre participation ici est tout à fait logique puisque c'est une radio qui est bien connue justement pour essayer d'aller dans le fond des choses justement et pas tomber dans une sorte de simplicité, d'un côté binaire pour expliquer l'actualité. D'ailleurs, vous-même en ce moment, vous êtes en pleine semaine qui s'appelle Demain, les savoirs. Oui, absolument. Écoutez, je ne sais pas si on est si naturellement destiné à être là, mais en tout cas, on est très heureux d'être là. Et si j'utilise cette formule, c'est pas uniquement une formule de style, c'est que probablement quand j'ai reçu le programme de l'école et que j'ai vu que le mot était expliqué, je me suis dit, tiens, c'est drôle, nous, on n'aurait jamais mis expliquer sur notre programme, qu'est-ce qu'on aurait mis, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas mis expliquer. Et je me suis dit non, nous on aurait mis sans doute comprendre. Et pourquoi, et quelle est la différence au fond entre moi qui aurais plutôt dit comprendre et l'école qui disait expliquer. Et probablement le dialogue il est là entre nous, entre moi qui ose juste me dire on va essayer de comprendre et l'autre côté, c'est notre partenaire naturel qui lui est en position de pouvoir expliquer. Alors il est sans doute là, le dialogue, nous on essaye de comprendre, de donner à comprendre, pour ça on a besoin des gens qui expliquent, qui donnent à expliquer et tout le lien se joue entre ces deux. Mais nous on fait que essayer de comprendre. On n'est pas en position d'expliquer. Mathias Girel, en quoi, vous qui êtes philosophe, en quoi cette discipline, la philosophie, peut-elle justement nous aider à mieux comprendre notre époque ? Je ne pense pas qu'on soit en situation de surplomb par rapport à d'autres disciplines pour arriver ensuite et puis donner du sens à d'autres questionnements. En tout cas, la réflexion sur l'explication, sur ce qu'on fait quand on explique, est-ce qu'on va se référer à des causes, à des raisons, c'est une question qui traverse toute l'histoire de la philosophie. Donc il est clair qu'on peut arriver avec quelques pensées précédentes qui éclairent notre chemin. On peut aussi articuler les deux points de vue qui ont été donnés sur l'explication. Il est clair qu'il y a une forme d'explication qui consiste à renvoyer à des causes et qu'on peut lui opposer, par exemple, la compréhension, qui fait davantage droit aux raisons ou au sens. Mais en tout cas, moi, le style de philosophie que je pratique et qui m'intéresse est très attentif aux pratiques, à ce que les gens font. Et dans ce qu'a rappelé Marc Mézard tout à l'heure, sur l'origine de cet intérêt pour expliquer, pour le mettre au centre de la nuit, expliquer est à l'infinitif. C'est une action, c'est une chose que les gens font, les chercheurs. Et il me semble que cette nuit, elle ouvre une fenêtre sur cette activité prise de manière extraordinairement différente. En sciences, de la nature, en physique, en biologie. On va nous expliquer le vin antique également. On va nous expliquer l'explication de texte peut-être, ou pourquoi on ne peut pas l'expliquer. Et donc, de ce point de vue-là, cette notion, et l'explication est prise comme ça, comme une activité, une pratique, était intéressante parce qu'elle ouvre à une grande diversité de la recherche en train de se faire. Alors nous sommes ici dans la cour de l'École normale supérieure, je le rappelle. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu ce qui va se passer ce soir tout au long de la soirée, jusque très très tard dans la nuit? Vous avez cité les chercheurs, on va pouvoir assister à quoi? Des expériences, on l'a dit, il y a aussi du théâtre, c'est multidisciplinaire, qu'en est-il? Oui, justement, dans l'idée de faire droit à cette diversité des pratiques et des actions, on a l'ensemble des personnes qui ont contribué à l'organisation de cette nuit. Et je voudrais rendre un hommage aussi à Clotilde Policard, qui est co-organisatrice et qui a dû nous quitter pour une... Elle devait être avec nous, mais on avait un tout petit peu de retard. Elle est montée sur les planches. Justement, une chimiste qui va au théâtre, ça résume bien en fait la mentalité aussi de l'événement. Une chimiste qui est sur les planches et qui est en train de jouer dans une pièce sur la vie de Pasteur, donc elle avait une très bonne raison. Et donc, c'est une activité qu'on peut ressaisir parce que les chercheurs vont nous dire quelque chose sur l'explication dans leur domaine, ou nous ouvrir, nous sensibiliser à un domaine de recherche actuel ou qui a été important dans les années précédentes. Mais on a aussi conçu un programme qui permet d'interagir.
C'est-à-dire qu'on peut aller, donc c'est en face de nous, dans une salle où on peut, voilà, sous la forme de speed dating ou de rencontres brèves, interroger des chercheurs. Si on a des questions, eh bien, on va pouvoir les convoquer et leur demander de répondre. Il y a des expositions tout autour de nous dans l'école qui donnent à voir. Les arts sont très présents aussi. Il y aura de la musique un peu plus tard dans la soirée. Et donc on a essayé de ressaisir aussi une très grande palette ou diversité d'activités qui donnent à voir à chaque fois de manière différente l'explication et peut-être, comme le soulignait tout à l'heure Sandrine Trainer, la comprendre de diverses manières. Un événement aussi placé sous le signe, bien entendu, des réseaux sociaux, à l'ère des nouveaux médias. Vous pouvez réagir avec un hashtag NuitENS. Marc Mézard, peut-être aussi quelques mots sur cette politique que vous poursuivez d'ouverture. C'est vrai que l'ENS, disons-le, est un établissement prestigieux, on vient de le voir dans les 5 minutes, mais vous avez, vous, cette volonté de l'ouvrir à chaque fois encore et encore. Pourquoi ? L'ENS semble, pour beaucoup, pour ceux qui la connaissent de réputation, ça semble un lieu peut-être un peu inaccessible, un lieu un peu hermétique. Et l'idée, c'est justement, quand on fait ces nuits, l'idée c'est d'ouvrir grand la porte de l'école, de déployer un tapis rouge jusqu'à la rue, et de faire en sorte que les gens du quartier ou de Paris ou de la région viennent ici et soient capables de venir côtoyer les chercheurs, de venir les écouter, de venir discuter avec eux et du coup d'avoir une certaine perception de la dynamique des sciences et des lettres en ce moment. Et je pense que ça c'est très très important. On peut faire passer quelque chose, y compris dans les disciplines scientifiques comme la mienne, la physique théorique, qui est une discipline assez aride. Je pense qu'on peut arriver à faire comprendre quels sont les sujets qui excitent les chercheurs en ce moment. Pourquoi est-ce qu'on est tous préoccupés par les ondes gravitationnelles, par exemple. Sandrine Trainer, selon vous, dans cette volonté de mieux expliquer, en tout cas pour tenter de comprendre, quel doit être aujourd'hui le rôle d'un média, d'une radio comme la vôtre ? Écoutez, je crois que le rôle d'un média comme le nôtre, c'est à la fois un rôle de service public, au sens puissant du terme, et j'entendais dans le petit film comme ça des mots qui revenaient dans les bouches sur la question de la République, de la laïcité, etc., d'un socle de valeurs qu'évidemment non seulement nous voulons incarner, mais nous voulons faire vivre et continuer à faire vivre et faire comprendre et expliquer. Et puis aussi, alors là je suis prête à être présomptueuse quand il s'agit de cette radio, aussi une sorte de mission de salut public. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement on est dans une phase où il faut donner à entendre, à comprendre. Il faut donner aussi bien à entendre des grandes explications sur le monde, sur les sciences, sur la philosophie bien sûr, mais il faut aussi donner, et j'entends ce que vous disiez, aussi donner la possibilité aux gens de rentrer par le sensible, par l'expérience individuelle. On n'accède pas tous à la compréhension du monde contemporain par les grands systèmes, et c'est la place du théâtre, de la fiction, de la littérature, je veux dire de tous les arts qui précisément permettent d'arriver à la compréhension du monde, c'est-à-dire aider le citoyen, l'auditeur, quel que soit son âge, sa génération, sa classe sociale, à mieux se situer dans un monde qui, et alors là on dit ça au moment où Paris est sous l'eau, où il y a une atmosphère extrêmement étrange dans cette ville, aider chacun à se situer, à être en prise avec son propre destin et l'époque dans laquelle il vit. C'est à ça que nous nous entraînons jour après jour, c'est à ça que nous consacrons notre entraîne et je voudrais juste rebondir sur ce que disait Marc Mézard quand nous avons commencé à travailler ensemble. Alors il y avait eu la Nuit Sartre, etc. Puis il y a eu un rapprochement au moment où Marc Mézard et Frédéric Worms sont venus me voir pour me parler d'une initiative que lançait Frédéric Worms qui était la création de séminaires d'actualité critique. Et je suis venue écouter les chercheurs et les étudiants travailler autour de l'actualité avec les outils que sont les outils des savoirs et de la connaissance, de la même façon que Frédéric Worms, en l'occurrence, est venu dans des réunions que j'organisais avec les gens de France Culture pour nous aider à mieux comprendre. En l'occurrence, il s'agissait de la place des experts aujourd'hui et de la remise en cause des experts dans la société contemporaine. Je pense que là, on a un dialogue
dialogue formidable à nouer ensemble. Justement, j'allais vous dire, on voit beaucoup d'experts en tous les cas à la télé, souvent les mêmes, disons-le. Hein. Est-ce qu'effectivement il faut faire plus de place, à votre avis, à des chercheurs, notamment à ceux qui sont passés ici par l'ENS, et qu'est-ce que ça apporterait ? Moi, je chasse, je traque l'opinion pour lui privilégier le savoir. Je pense qu'on vit dans un monde qui est saturé d'opinions. Moi, je sais, moi, je pense, moi, je trouve, moi, je dis que... moi, j'essaye de dire jour après jour aux gens avec lesquels je travaille à la radio, les producteurs, les journalistes, etc. Non, pas l'opinion, le savoir. Partons de l'expérience, partons du travail et donnons la parole aux gens qui parlent de l'expérience, du savoir et de la connaissance. Et d'autant plus, j'ai envie de dire, Mathias Girel, que ça se démocratise en la matière. Tout à l'heure, on parlera de philosophie sur YouTube. Comment expliquer des notions philosophiques de manière comme ça spontanée sur YouTube? On aura des youtubeurs, des youtubeuses. Qu'est-ce que ça change selon vous, ce phénomène des réseaux sociaux? Les réseaux sociaux changent énormément de choses. Déjà, on a vu que la nuit, ce soir, était déjà suivie depuis beaucoup d'autres endroits que l'école elle-même. Ça permet de se tenir au courant. Ça permet effectivement, quand on a le goût de cette aventure intellectuelle qu'est la science, de le faire partager, quel que soit finalement le poste ou la position qu'on occupe. Il y a des choses qui sont extrêmement abouties. Donc ça donne ce canal de discussion. Mais je pense que si on revient plus généralement sur l'idée démocratique qui était ébauchée jusqu'avant, dans cette école qui est une école de la République, je pense que ce soir, ce qu'on peut mesurer, c'est qu'il y a un très grand intérêt pour diverses facettes du savoir. C'est-à-dire que dans les diverses salles autour de nous, il y a un grand public, et on en a vu plutôt dans la soirée, même devant des exposés qui pourraient sembler abstraits et en fait qui génère une immense attention. Je pense qu'il y a un immense appétit du public que mesurent bien les journalistes scientifiques, puisque contrairement à ce qu'on pense souvent, à certaines idées préconçues, il y a un appétit pour le traitement de la science dans les journaux, à la radio bien sûr. Ça se mesure. Ça peut être concernant, comme on dit. Oui, je pense qu'il y a un intérêt pour cette aventure intellectuelle qu'est le savoir. On l'a dans les sciences de la nature. Je pense qu'il y a aussi une dimension fondamentale dans la recherche en sciences humaines qu'on retrouve quand elle est bien traitée, bien présentée. Et bon, j'ai plusieurs exemples en tête. Et donc, je pense que à côté des canaux officiels, les youtubeurs aussi, rencontrent peut-être de manière plus directement cette soif ou cet appétit de savoir, qui est vraiment une force fondamentale sur laquelle il faut vraiment tabler. Il y a quand même beaucoup d'espoir ou d'enthousiasme quand on la prend en compte. Alors les sciences, la littérature, mais aussi l'art contemporain et le post-digital. Marc Mézard, ce sera tout à l'heure, un peu plus tard dans la soirée, on va en parler avec des artistes justement qui travaillent aujourd'hui avec le numérique et le post-digital. Votre regard également à vous sur ce phénomène, on va dire en tous les cas, de la vulgarisation sur les réseaux sociaux et sur notamment cette discipline dont les artistes savent aujourd'hui profiter. Je pense que c'est d'abord la caisse de résonance quand même qui est extraordinaire et qu'on essaye d'activer. Mais je voudrais revenir sur ce que disait Sandrine Trainer tout à l'heure. Je pense que la raison pour laquelle on a ce partenariat formidable et qui se décline sur plusieurs événements et activités, c'est qu'on a probablement le sentiment de partager une certaine responsabilité en ce moment. Effectivement, dans le climat actuel, dans cette société qui hésite, civilisation dont on se demande si elle n'est pas en train de décliner, le fait de remettre au premier plan les savoirs, remettre au premier plan la recherche, remettre toute une activité. J'en parlais il y a encore 2 jours avec un groupe de professeurs et d'étudiants de l'école normale qui ont fait un voyage à Auschwitz, et ils avaient fait un énorme travail sur la recherche actuelle sur ce sujet. Et on s'est dit finalement le fait de reprendre une recherche sur ce sujet-là, c'est une façon de continuer à le faire vivre. C'est-à-dire que si la recherche ne s'en saisit pas de manière continuelle et n'est pas capable de le nourrir, un sujet aussi fort que celui-là, aussi important pour notre société, y compris aujourd'hui, risque de mourir. Et notre responsabilité, c'est justement de le porter, de le faire savoir. Et je pense qu'on la partage avec différents secteurs, disons le côté recherche avec sa temporalité très longue, mais aussi la communication de cette recherche. Et donc, pour moi, les réseaux sociaux, c'est une façon aussi
de faire venir sur ces sujets peut-être des gens qui sinon n'y penseraient pas beaucoup, mais dont on sait qu'on peut attirer, ils ont de l'appétit dans le fond, si on leur propose au bon moment. Sandrine Trainer, est-ce qu'on pourrait imaginer, il y a énormément d'émissions sur France Culture, mais justement concrétiser ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir faire une plus grande place, pourquoi pas à d'anciens étudiants de l'école normale supérieure ou à des chercheurs ou à... Mais il n'y a que ça, des anciens étudiants de l'école normale supérieure. Je dis parce qu'ils sont nombreux ce soir ici, attention. Non, mais en l'occurrence, c'est vrai, ce sont des anciens étudiants de normale sup qui ont totalement réinventé les matinales. C'était à l'époque Nicolas Demorand, puis Ali Badou, c'était il y a une dizaine d'années, qui ont amené avec eux dans leurs équipes d'autres normaliens, c'est vrai, chez les historiens, c'est vrai, chez les scientifiques, et nous allons, à partir de la rentrée, nous aurons une nouvelle émission scientifique quotidienne, et j'en parlais à Marc Mézard, je lui disais, j'aurais besoin de normaliens en sciences pour nous aider à monter ça. Donc, je veux dire, moi j'ai le souci de m'ouvrir, et nous travaillons, en particulier, on a développé un site qui concentre des conférences numériques, et nous travaillons avec l'ensemble des universités, et c'est important d'avoir cette ouverture sur non seulement sur les universités évidemment, mais sur les universités en région, de travailler, d'essayer comme ça, à la fois modestement et pas que modestement, à construire une plateforme des savoirs et à mettre ensemble toutes les bonnes volontés. Il n'empêche qu'il y a effectivement beaucoup d'anciens de Normal Sup parmi nous. Je dis ça d'autant plus que je n'en suis pas. Voilà, en tout cas, si vous êtes normalien, vous avez entendu le message, n'hésitez pas à contacter France Culture dans les prochaines semaines si vous êtes intéressé donc par une émission scientifique, on n'en dit pas plus. Mathias Girel, on est suivi également sur Periscope, on l'a dit, YouTube, sur le site internet du Monde en direct pendant plus de 2 heures. Il y a de plus en plus de monde là à l'ENS qui arrive, l'effervescence commence à prendre. En plus, on a de la chance, il ne pleut pas ce soir. On espère que le niveau de la Seine commence à stagner, ce qui doit être le cas ce soir. On est déjà à plus de 6 mètres, il me semble, 6 mètres en moyenne. Mathias Girel, le contenu ce soir, parlons-en encore un peu plus. On a déjà évoqué le théâtre, les tables rondes. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui de particulier par rapport à il y a 2 ans? Ça s'est encore étoffé. Les expériences, notamment des expérimentations. Oui, il y a 2 choses qu'on n'a pas évoquées tout à l'heure, mais il y en a tellement à évoquer. Il y a en ce moment, donc, dans la grande salle du restaurant, des expérimentations en cours. Vous allez pouvoir refaire ou assister à la répétition d'expériences de Marie Curie. Par exemple, je ne vais pas toutes les citer, mais vous allez pouvoir vous demander si c'est possible de faire un aimant liquide, par exemple, un aimant avec du liquide. Et donc, il y a toute cette dimension manipulatoire. Et donc, évidemment, on a fait plusieurs fois le tour de la nuit en début de soirée pour vérifier que tout commençait bien. Et ce qui était vraiment réjouissant, c'était de voir beaucoup d'enfants. Il faut le dire donc, aux personnes qui nous regardent en ce moment, derrière leur ordinateur. Il y a certes beaucoup d'adultes, il y a des étudiants, mais en début de soirée, alors je ne sais pas s'ils sont encore autour de nous, mais il y avait beaucoup d'enfants qui venaient voir ces expérimentations. Exactement, on détecte les talents de plus en plus tôt, mais donc qui pouvaient vraiment assister à des choses, à de la science en train de se faire. Et je pense que c'est important d'y insister, puisque ce soir, il y a des chercheurs, bien sûr, des acteurs, des musiciens, et il y a aussi beaucoup de personnel de laboratoire qui sont venus nous assister, et tous sont venus prêter leur concours à cette soirée, de notre école ou d'institutions voisines et amies. Donc il y a cette chose-là, effectivement, sur laquelle il fallait insister. Il y a également des lectures de textes qui peuvent porter sur l'explication ou sur telle ou telle notion dont on a parlé. Ce sera un petit peu plus tard dans la soirée. Et donc, oui, il y a au moins ces 2 choses-là à rajouter, où la dimension interactive ou la dimension de l'émotion, de la compréhension sont effectivement très importantes. Juste Marc Mézard, sur la notion même de chercheur, sur ce métier de chercheur et sur la recherche, on a le sentiment, c'est ce qui est intéressant avec ce thème central d'ailleurs de l'explication et d'expliquer, c'est qu'on pense en général qu'un chercheur ou d'ailleurs qu'un philosophe est là pour nous apporter une vérité. En fait, ce qui compte pour un chercheur, et on imagine c'est ce qui est aussi excitant, c'est tout le processus de recherche. On n'est pas là pour parvenir comme ça à une vérité. Vous parliez tout à l'heure d'Auschwitz, même sur des faits historiques, l'idée c'est aussi que ça ne s'arrête jamais, qu'il y a un mouvement en fait dans l'explication. Il y a toujours un mouvement, il y a toujours une remise en cause, y compris dans les sciences dures, y compris dans la physique ou la chimie. C'est-à-dire qu'une théorie qui à un moment s'impose,
semble complète, on sait que d'ici 10, 15, 20, 50, 100 ans, elle sera remise en cause. Parce qu'elle a son domaine de validité, ça a été toujours le cas. La théorie de Newton s'est imposée à un moment, et puis et la relativité est arrivée, la mécanique quantique est arrivée. Chacune va trouver ses limites. On a trouvé le boson de Higgs, ça finit le modèle des particules tel qu'on le connaît, le modèle standard tel qu'on le connaît, tout est parfait, et on est absolument certain qu'il est incomplet et qu'un jour ou l'autre, on va faire une découverte. Quand? Je ne sais pas encore le dire. Alors on n'a pas encore prononcé le mot, mais il est aussi question de médecine. Et d'ailleurs, quand on dit il n'y a pas une vérité, prenons par exemple l'autisme qui concerne beaucoup d'enfants dans le monde. La France d'ailleurs, on est parfois en retard par rapport au Canada, au Québec. Là aussi, il y a toute une démarche expérimentale qui vise à mieux prendre en charge. Il ne s'agit pas de trouver un remède là pour le coup à la maladie, mais de mieux prendre en charge cette pathologie. Et là, en la matière, la recherche a toute sa place et même tout son rôle. Oui, on a au département d'études cognitives, on a un certain nombre de chercheurs qui travaillent vraiment sur ces questions et qui font des protocoles expérimentaux pour voir justement les différentes approches pour aider à soigner, à prendre en charge les autistes. Et donc il va y avoir une conférence là-dessus, bien sûr. Ce plateau va bientôt se refermer, il touche à sa fin. Peut-être, Sandrine Trainer, si vous aviez un message à donner, on parlait des plus jeunes tout à l'heure. Qu'est-ce que serait aujourd'hui votre message, vous qui êtes à la tête d'une grande radio culturelle, justement du savoir? Ce serait quoi ce soir votre message à leur rencontre? C'est d'être curieux, d'essayer de tomber passionné de telle ou telle discipline? Ce serait quoi? J'aime bien l'idée de la curiosité. D'ailleurs, ce sera le slogan de toute notre grille d'été. On a titré notre grille d'été « La curiosité n'est plus un vilain défaut ». J'aime bien cette idée-là, oui. J'aime bien l'idée que de l'ouverture et de ne pas décider, de ne pas décider à la place de. Juste l'occasion peut-être, puisque en l'occurrence ce sera après, de dire que nous organisons tout ce week-end au Centre Pompidou, en coproduction avec le Centre Pompidou, et des membres de l'équipe de Marc Mézard seront avec nous. Nous organisons un grand week-end consacré à la création et aux idées, avec où on va parler de culture et de politique, de culture et de formation, de culture et de numérique, mais il y aura aussi des concerts, des musiques, de la musique, des lectures, des rencontres insolites, y compris entre professeurs de l'école. Je pense que en gros, il faut que, à la mesure de nos moyens, nous fassions ce travail là ce soir, nous avec vous ce week-end, d'aller vers les publics et de leur montrer à quel point, au fond, ce dont nous parlons, c'est vraiment très très bien, quoi. C'est vraiment très très bien, ça n'a pas à faire peur, c'est vraiment joyeux la connaissance. Merci beaucoup Sandrine Trainer, directrice de France Culture, Marc Mézard, merci à vous directeur de l'ENS et Mathias Girel, philosophe, coordinateur de cette nuit des sciences et des lettres. On va vous laisser tous les trois profiter de cette soirée avec le public qui est de plus en plus nombreux. Il ne fait pas très chaud mais en même temps le temps est plutôt agréable. On va maintenant passer à la deuxième partie de cette émission avec des scientifiques, des jeunes scientifiques, et on va vous laisser avec un premier périscope. C'est une surprise, je ne vous en dis pas plus. Il y a une fleur de transmission ici pour la couverture live sur le périscope de l'ENS pour la nuit Sciences Lettres. Je me trouve aujourd'hui dans un speed dating. Alors bonjour Teresa. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est ce speed dating? En fait, on est 4 chercheurs, chacun vient d'un domaine différent. Et on vous raconte, vous nous posez des questions et on vous raconte un peu soit nos parcours, soit la recherche qu'on fait, un peu ce que vous voulez. Voilà. Ça tombe bien, Anne-Fleur, est-ce que tu veux commencer par une question? Alors oui, moi, quand j'ai vu qu'il y avait un speed dating, j'ai tout de suite regardé s'il y avait des femmes, parce que le parcours de femmes chercheurs m'intéresse beaucoup. Je voudrais savoir un petit peu si c'est facile quand on est une femme, surtout dans un milieu scientifique comme c'est votre cas, j'ai remarqué. Est-ce que c'est facile de percer, de s'imposer? Est-ce qu'on a des bâtons dans les roues? Voilà, c'est ma question. Je pense que c'est peut-être un tout petit peu plus difficile que si on est un homme. Je pense qu'il y a deux aspects. D'un côté, au niveau personnel, parce que souvent, moi, les collègues que j'ai, ils ont eu par exemple des enfants avant moi. Et c'est parce qu'ils sont souvent leurs femmes à la maison qui peuvent garder les enfants, tandis que nous, comme femmes,
Souvent, les maris, ils ne font pas la même chose. Donc, il y a ces côtés-là. Il y a aussi les côtés, je trouve qu'il y a des fois où, quand on est une femme, on doit souvent un peu, comment dire, démontrer la valeur. Des fois, je pense qu'il faut démontrer un peu plus. Mais bon, ça, c'est un avis personnel. C'est comme ça que je le ressens. Alors peut-être maintenant passer à votre parcours. Qu'est-ce que vous faites, dans quel domaine vous travaillez et comment vous êtes devenue chercheuse? En fait, en ce moment, je suis chargée des recherches CNRS ici à côté, à l'ESPCI. Et donc, pour arriver ici, j'ai eu un long parcours. En fait, je suis espagnole à l'origine. Et donc, j'ai fait ma thèse là-bas en Espagne. Après, j'ai voulu aller aux États-Unis parce que je trouvais que la recherche là-bas était très dynamique. J'aimais bien essayer de faire la recherche là-bas. Donc, j'étais à Boston, après à Georgia, à Harvard et à Georgia Tech. Et j'ai passé là-bas 2 ans. Et après, je rentrais dans un programme pour un peu retourner. C'est les expatriés un peu européens qui reviennent en Europe. Et c'est comme ça que je suis arrivée en France. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Et en fait, ce que j'aime en France, c'est un peu l'équilibre qu'il y a entre un peu qualité de vie et qualité de recherche aussi. Donc, j'ai trouvé ici mon équilibre et je suis très contente. Et justement, quand on est chercheuse ou chercheur en France, qu'est-ce qu'on vous propose concrètement dans les sciences qui vous a plu, qui vous a incité à rester Quels sont les moyens qu'on vous propose? Est-ce que vous trouvez qu'il y a du budget Je pense que c'est pas aussi mal que ça finalement ici en France. En ce moment en Europe, c'est un peu difficile de trouver un travail de chercheur stable. Et en France, il n'y a pas beaucoup de postes, mais il y en a. Et c'est déjà quelque chose. Donc, moi, je trouvais que, c'est vrai qu'il faut, c'est pas facile, il faut passer un concours qui est assez compétitif, mais il y a des postes. Donc, si on se prépare bien, si on a un bon CV, tout ça, on y arrive. Et au niveau budget, bien sûr, on voudrait toujours en avoir plus. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément, mais je pense qu'on n'est pas aussi mal que dans des autres pays. Par exemple, en Italie, je trouve que c'est beaucoup plus difficile qu'en France, en Espagne aussi un peu plus. Donc, c'est pas l'idéal. Je pense qu'on a encore à apprendre, par exemple, par rapport aux États-Unis, où je pense qu'il y a beaucoup plus des moyens. Mais on n'est pas aussi mal que ça. Donc, je suis plutôt contente. Alors, puisqu'on est dans un speed dating, je vais vous demander de nous présenter rapidement sur quel sujet vous travaillez à l'ESPCI, mais peut-être aussi sur les sujets qui vous intéressent en général. J'ai toujours travaillé avec des liquides complexes. Et en ce moment, je travaille sur les cristaux liquides. Donc, c'est quoi un cristaux liquide? Peut-être que vous avez entendu les noms cristaux liquides parce que nos écrans, nos téléphones portables, les montres, ils sont faits à base de cristaux liquides. C'est des matières assez intéressantes. Souvent, pendant très très longtemps, on a cru que les matériaux dans l'univers, ils sont soit complètement ordonnés, comme les solides cristallins, ou complètement désordonnés, comme les liquides, le gaz, etc. Et en fait, c'est à la fin du 19e siècle qu'on a rencontré ces cristaux liquides. C'est un système qui sont à la fois ordonnés et désordonnés. Et c'est grâce à cette double personnalité, on va dire, que ces cristaux liquides ont des propriétés incroyables. Ils sont capables de contrôler la lumière jusqu'à un point extraordinaire. Et c'est pour cela qu'on a été capable de faire des écrans plates. Et moi, je ne travaille pas avec des écrans plates, mais je travaille avec des cristaux liquides qui sont confinés dans des espaces courbes. Donc, voilà, là, les cristaux liquides, je disais qu'il était un peu ordonné. Cet ordre-là ne peut pas être bien achevé sur une surface sphérique. Souvent, c'est des gouttes, c'est ce que je fais. Et il y a des défauts qui apparaissent, des défauts topologiques. Donc, on étudie ces défauts-là, interaction entre défauts. Et en fait, l'idéal, c'est un projet assez ambitieux qu'on a, c'est d'utiliser ces défauts pour que cette particule-là puisse interagir entre elles comme des atomes, comme le font les atomes. Et avec ça, on pourrait générer des nouveaux matériaux beaucoup plus intéressants que les écrans plats et tout ça, des couches d'invisibilité, des choses un peu science-fiction. On est loin encore, mais on travaille dans ces voies-là. C'est passionnant.
Alors bon, quand vous l'avez dit, j'ai compris. Je ne sais pas si je m'en souviendrai après, mais je retiens l'invisibilité, etc. Puisqu'on est encore dans le speed dating, etc. Tout à l'heure, avant de commencer, on parlait un petit peu des formats courts, etc. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut retirer de conversations très rapides? Parce que souvent, la recherche, c'est un temps long et c'est des choses quand même assez longues. Là, on est plus sur quelque chose de très court, de très direct. Quels sont les avantages et les inconvénients du format pour vous? Bon, je pense qu'il y a beaucoup d'avantages. La première, c'est que... je pense qu'on prend la place de personne. Bon. Vu que c'est un speed dating, on va C'était beaucoup trop rapide. Et peut-être juste avant de partir, puisque le thème c'est comment devient-on chercheur, est-ce que vous auriez des conseils, des recommandations pour des personnes qui soit hésitent, soit se demandent un petit peu comment on devient chercheur? Si vous aviez un conseil rapide comme ça à donner? Un conseil, moi je dirais qu'il faut, si vraiment on a les feelings qu'on aime bien, mettre toute l'énergie parce qu'on peut y arriver. Des fois, on pense que c'est trop compliqué, trop long. Quand on aime, il faut y aller. Je pense que ça, c'est les conseils à donner. Bon. Merci beaucoup, Teresa. Allez-y et on se retrouve bientôt pour la suite de la couverture Périscope.